Vous faites bien de choisir notre canal pour vous informer. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Modeste Toboula, préfet du littoral, relevé de ses fonctions au cours du Conseil des ministres de ce jour. 24 heures après sa garde à vue à l'ex-brigade financière et économique pour une affaire de bradage de domaine public, l'ex numéro 1 du littoral doit répondre des faits qui lui sont reprochés. À suivre dans cette édition les réactions des populations de la ville de Cotonou. Toujours au cours du Conseil des ministres de ce jour, les membres du gouvernement sont revenus sur les résultats des négociations avec les laboratoires préqualifiés pour l'achat des produits de santé par la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME. Le ministre porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki, donne des précisions dans cette édition. La promotion de la vie et des œuvres du regretté Monseigneur Isidore de Souza constitue l'un des engagements pris par les membres de l'école d'initiation théologique et pastorale à l'issue du colloque tenu du 1er au 3 février dernier. Des assises ont eu lieu dans ce cadre hier mardi 19 février. Les détails dans ce journal. Les membres du gouvernement se sont effectivement réunis ce jour pour le traditionnel Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Entre autres décisions, le limogeage du préfet du littoral Modeste Toboula, les résultats des négociations avec des laboratoires préqualifiés pour l'achat des produits de santé par la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME, la synthèse de l'enquête relative aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l'État à Filleyon 1 dans le 12e arrondissement de Cotonou. Pour plus de précisions, suivez le point du ministre de la Culture, des Sports et des Loisirs. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et d'Anifat Boukari. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, a-t-il, par lettre en date du 14 novembre 2017, appelé l'attention du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale sur les velléités de prise de possession privée de ce domaine en attente d'aménagement dans le cadre du projet de développement touristique inscrit au programme d'action du gouvernement. En réponse, celui-ci l'a rassuré par une correspondance datée du 20 novembre 2017 qu'aucune opération de cette nature n'était entreprise et a précisé avoir instruit les préfets des départements de l'Atlantique et du littoral d'interdire et d'empêcher tout éventuel travaux de lotissement. Toutefois, dès le 8 mars 2018, tirant parti d'une délimitation qui aurait été faite du domaine en cause, il a ordonné la reprise des travaux de remembrement dans la localité par le géomètre initialement en charge des dites opérations et instruit le préfet du littoral par message radio aux fins de procéder à la levée de la mesure de suspension antérieurement prescrite. Ainsi, par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du littoral, M. Modeste Toboula, a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Filleyon 1 et permis l'attribution par le géomètre de plusieurs parcelles à diverses personnes, lui-même le préfet ayant bénéficié de 3 parcelles d'une superficie totale de 533 m² enregistrée au nom d'un proche parent. Il est à signaler qu'au cœur de ces opérations irrégulières de lotissement et de transaction se trouve le nommé Clément Dari, anciennement secrétaire permanent de la Commission nationale des affaires domaniales au ministère en charge de la décentralisation. L'intéressé est en réalité le promoteur du cabinet de géomètres qui a commencé les travaux d'état des lieux suspendus en 2001 dans la zone et en a repris les rênes une fois admis à faire valoir ses droits à la retraite. C'est à ce titre que les opérations de lotissement du domaine lui ont été confiées. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil des ministres a décidé de relever de ses fonctions le préfet du département du littoral, M. Modeste Toboula, et de confier son intérim jusqu'à nouvel ordre à M. Jean-Claude Kodja, préfet du département de l'Atlantique. Le ministre de la Justice et de la Législation est instruit de veiller à la poursuite des investigations et d'en rendre compte au Conseil des ministres. L'actualité du jour, c'est bien le limogeage du préfet du littoral convoqué hier mardi 19 février 2019 par l'ex-brigade économique et financière
pour une affaire de bradage de biens publics. L'ex-préfet Modeste Toboula a d'abord été auditionné par les éléments de la dite brigade, relaxé puis rappelé pour finalement être gardé en vue depuis la nuit du mardi. Une situation qui a vite pris une autre tournure avec la décision du Conseil des ministres de ce jour. Une nouvelle donnée qui vient s'ajouter à cette affaire et qui provoque déjà dans le rang des populations béninoises commentaires et critiques. Nous avons à ce sujet tendu notre micro à quelques citoyens qui n'ont pas manqué de nous faire part de leur avis. Préfet Toboula, l'ex-préfet Toboula, a été relevé de ses fonctions. Qui sème du vent récolte la tempête. Il a voulu lui-même se mettre dans ce pétrin. Je m'explique. Nous avons au Bénin des lois sacrées qu'il ne faudrait pas violer. L'ex-préfet Toboula a violé ces lois-là par son zèle dans le déguerpissement sauvage, par son arrogance envers les grands, les sages de ce pays. Et la nature ne pardonne pas. L'Éternel peut pardonner, mais la nature ne pardonne pas. Les lois de la nature sont très sévères. Je constate seulement que le chef de l'État ou le gouvernement est vraiment décidé à lutter contre la corruption. Et que les mauvaises langues qui disaient avant que cette lutte contre la corruption c'était une lutte sélective, je crois que ceux-là maintenant là peuvent ravaler leur langue et comprendre que en fait ce qui se faisait avant, ce n'était pas une lutte sélective. La lutte, elle est une lutte pour tout le monde. Et que quiconque se met, comment appelle-t-on, au travers des lois de la République, sera sanctionné. Et donc, M. Toboula, sûrement qu'il a agi, il a posé des actes qui sont contraires à l'orthodoxie financière, aux règles de la République. Et donc, il a été interpellé. Et donc, je crois qu'on va seulement encourager le chef de l'État ou bien le gouvernement à continuer dans cette lancée et que toutes les institutions jouent et correctement leur rôle, que ce soit la justice et puis tous les autres. Toboula, c'est un être humain, il est imparfait et il a droit à commettre des erreurs. Parce que nul ne peut jamais être zélé sans avoir de faute. Il s'est montré zélé dans les mois passés, dans les années passées. Aujourd'hui maintenant, ce qu'il reprochait aux autres est arrivé à lui-même. Parce que dans cette vie, il faut savoir faire ce qui a été commandé. Parce que si on te commande quelque chose, il faut le faire modérément, en savoir que demain, l'histoire peut te rattraper. Vous voyez, Toboula, c'est un jeune. C'est un jeune et il a été nommé à un poste dont la jeunesse est contente. Mais il a mal géré ce poste et maintenant, là, il a été contraint par la politique. Donc c'est la politique. Il a fait le jeu de la politique, il n'a pas joué le rôle d'un préfet. Vous voyez? Donc, il a eu affaire avec la justice. La justice est à la solde de qui? La justice est à la solde du commanditaire de Toboula. Peut-être c'est un dossier. C'est une ouverture de ce qu'il a amené vers la BEF. Parce que sans rien, il n'a rien. Donc c'est marié à affaire domaniale, bien domaine public, qui a été concerné. Donc il peut aller répondre à ses actes. S'il en est capable de quelque chose, il va aller se répondre devant la justice. Il faut préciser que le Conseil des ministres en remplacement de l'ex-préfet du littoral a nommé Jean-Claude Kodjia, l'actuel préfet de l'Atlantique, préfet par intérim du département du littoral.
Les membres de l'école d'initiation théologique et pastorale se sont de nouveau réunis ce mardi 19 février 2019 pour présenter le manifeste du colloque du 1er au 3 février dernier. Après ce colloque, des engagements et résolutions ont été pris pour promouvoir la vie et les œuvres du Monseigneur Isidore de Souza. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé Anifat Boukari, Marcel Fondji. Réunis à Cotonou et à Ouida du 1er au 3 février 2019 sur l'initiative de l'école théologique et pastorale pour la commémoration du 1er anniversaire de la création de la dite école et du 20e anniversaire de décès de Monseigneur Isidore de Souza, les membres de cette école se sont retrouvés de nouveau ce mardi 19 février 2019 pour présenter le manifeste du colloque. De grandes résolutions qui sont suivies pour mettre en application les actes du colloque. Nous, participants au colloque international Religion, politique, développement, le paradigme de Monseigneur Isidore de Souza, vu le risque de la répétition des erreurs du passé, par l'oubli des leçons des événements majeurs de notre histoire nationale et ecclésiale, au regard de la qualité des communications et des fructueux échanges tenus au cours de ce colloque, affirmons notre engagement à raviver, à partir de la figure de Monseigneur Isidore de Souza, nous nous engageons à la promotion de la mémoire de la vie et des œuvres de Monseigneur Isidore de Souza, à le faire reconnaître comme père de la démocratie au Bénin et repère en Afrique et dans le monde. Des engagements et résolutions sont pris après le colloque des 1er, 2 et 3 février pour promouvoir la vie et les œuvres de Monseigneur Isidore de Souza et le faire reconnaître comme père de la démocratie au Bénin. Le colloque s'est achevé, c'est vrai, mais c'est maintenant que la phase de la réalisation concrète commence. Donc nous veillerons avec le comité scientifique, avec des personnes ressources de notre nation et avec les autorités de l'Église, nous veillerons à travailler sur chacun de ces points. Donc ce ne sont pas des choses théoriques, ce sont des choses très pratiques pour que la figure de Monseigneur Isidore de Souza soit vraiment une figure dont on se souvient dans la nation béninoise parce qu'on le dit, et c'est vrai, c'est le père de la démocratie béninoise, mais en même temps que la vie, le ministère et le message de ce prélat continuent de nous orienter et de nous tracer des chemins d'épanouissement pour notre nation, le Bénin. Rappelons que la date de la présentation de ce manifeste du colloque, le mardi 19 février, a été choisie car c'est une date symbolique dans l'histoire du Bénin, la date qu'a débuté la conférence des forces vives de la nation. La gestion des semences fait objet de polémique au Bénin depuis que le gouvernement béninois a introduit un projet de loi relatif à l'entrée du Bénin à l'UPOB. La société civile a organisé plusieurs manifestations pour faire freiner cette décision, le temps que le Bénin se prépare pour une entrée constructive. Le secrétaire permanent de Synergie paysanne, Bertrand Yerwenou, relève les enjeux de l'UPOB au micro de Carles Kitome. On était au Parlement juste pour protester contre le vote de l'adhésion du Bénin à l'UPOB. L'UPOB qui est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. C'est une convention dont la dernière version a été révisée en 1991 à Genève. Le Bénin, depuis février 2017, le Conseil des ministres du 1er février a introduit à l'Assemblée la demande d'adhésion du Bénin à l'UPOB. Si les députés votaient cette loi, c'est que le Bénin est d'office membre de l'UPOB et les conséquences sont très graves. C'est pour ça qu'on a manifesté. En termes de conséquences, je vais vous dire que si le Bénin va à l'UPOB, c'est que le paysan aujourd'hui, de façon terre à terre, ne peut plus prendre la semence qu'il a l'habitude
d'utiliser et dans son grenier et semer. Non. Les obtenteurs, par exemple, si quelqu'un devient obtenteur du maïs, c'est que le paysan qui veut semer le maïs doit aller acheter la semence du maïs. Et chaque année, chaque saison, il veut semer, il est obligé d'aller acheter. Alors que le paysan aujourd'hui a l'habitude de chercher la semence dans son champ et de ressemer la saison qui suit. Avec l'obtention, on ne peut plus avoir ça. Avec l'UPOV, c'est impossible pour le paysan. L'UPOV aussi, même celui qui fait akassa au bord de la voie, qui transforme le maïs en akassa au bord de la voie, ne peut plus, si c'est pour des fins commerciales, ne peut plus vendre son akassa si celui-là n'a pas payé le droit à l'obtenteur d'avoir l'autorisation de transformer son maïs là, en akassa et de vendre. Donc c'est très contraignant et en Afrique, c'est seulement 5 pays qui ont adhéré à l'UPOV. Et c'est l'OAPI qui est l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. C'est l'OAPI qui a adhéré et que le Bénin, étant parmi les 17 membres de l'OAPI, se dit que lui aussi, pour se conformer, doit adhérer. Alors que les pays qui ont adhéré à l'UPOV, avant d'adhérer, la France par exemple, pour la version 1991 de l'UPOV, la France a attendu près de 20 années d'abord avant d'adhérer. Et pourquoi? Parce qu'il fallait protéger les semences que la nourriture des populations. Et c'est ce que nous on a demandé au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, avant qu'on aille de manière précipitée à l'UPOV, il faut qu'on prenne des dispositions pour protéger ce que nous mangeons. Les semences de tout ce que nous mangeons là, qu'on les protège d'abord avant d'aller à l'UPOV. Parce que quand la France l'a fait, après, ce n'est que des fleurs que les obtenteurs ont breveté. Parce que c'est une manière d'avoir le brevet sur du vivant, ce que nous mangeons. Et c'est ça la lutte des paysans aujourd'hui. Considérées comme une activité banale, les cafétérias se répandent non seulement de plus en plus dans tous les coins et recoins de Cotonou, mais sont également très fréquentées par bon nombre de Béninois. Une attitude dont les justifications varient en fonction des clients et des cas. Suivez cet élément réalisé par Jacqueline Alavor pour une meilleure compréhension de la révolution cafétéria. Pour une raison ou pour une autre, les cafétérias se répandent de plus en plus dans tous les coins et recoins de Cotonou. En effet, c'est une activité que plusieurs promoteurs ont choisi d'exercer pour répondre aux différents besoins de restauration de leurs clients. Un choix qui ne les dessert point. Bon, ce qui m'a poussé à ouvrir le cafétéria, la première des choses, ce n'était pas mon objectif au début. Mais lorsque je suis venu trouver mes parents dans ça, donc je me suis lancé dans ça parce qu'il n'y avait pas le soir, moi j'étais là de passage. Donc les choses ont retardé un peu, donc je suis obligé de rentrer là où mes parents exercent pour moi aussi, m'apprendre un peu, et c'est là que les choses ont marché, mais vraiment je ne regrette pas. Hein. J'aime pas travailler à des gens, donc moi-même je veux être responsable de moi-même, je ne veux pas travailler à quelqu'un, c'est pour cela que j'ai ouvert ce cafétéria. Pour les habitués, fréquenter les cafétérias est synonyme de satisfaction. De temps en temps, quand j'ai un petit creux, je cherche quelque chose, parfois c'est du spaghetti ou du lait caillé. Quand ça me satisfait, je retourne chez moi. Bon, espère-tu ton indodé nous refile les bonnes petits cacac bon, on doit activiser demain les avec ben et ton moi. À doit tu mais normal donc espère-tu bien pimenté. Mais sans vous mentir, jusqu'à l'heure et jusqu'à l'instant T, ces mets sont très bons à manger. Sans vous mentir, ces mets sont très bons à manger. J'aime venir manger ici tout le temps, mais dès que l'occasion se présente, on vient parce que, regardez, en journée comme ça, on va au travail à midi, comme il n'y a pas madame à la maison. C'est pratique quoi, on vient pour pas grand chose, 300 francs déjà c'est demi-plat spaghetti, ou bien 600 francs le plat, vous avez quelque chose d'assez bien à consommer et puis vous retournez vaquer à vos activités. Considérée comme une activité banale, elle est pourtant très lucrative. C'est du moins les propos de l'un de ses promoteurs. Au début,
par jour, j'étais à 15 000 au début. Mais actuellement, si je ne vends pas trop, je trouve 15 et 17 000, 20 000. Oui, 17 000, 20 000, voire 25 000. Oui, par jour. Les dimanches, ça peut aller à 30 ou 35. Somme toute, la cafétéria existe pour le bonheur de tous, car les promoteurs et clients trouvent leur compte. Avant de refermer ce journal, une page culture à présent. Les panégyriques permettent de louer les exploits des rois ou de certaines grandes figures afin de faire montre de leur bravoure et de leur force. Par contre, les incantations sont pour la plupart du temps liées à un fétiche utilisé afin d'utiliser son énergie à des fins précises. Cependant, il faut notifier que les non-initiés ne devraient en aucun cas se prêter à cet exercice sous peine de récolte de pots cassés. Écoutez Maître Bobos à ce propos. Il est au micro de Jacques Marion Talmeda. Maintenant, les panégyriques, c'est les côtés forts d'un homme. C'est-à-dire que on regarde la personne et on lit ses côtés forts de la tête jusqu'aux pieds, tout ce qu'il a fait. Vous prenez le roi Béanzin, on va dire qu'il est wati hosu bato. C'est-à-dire que le roi de Wati, là, il est tellement fort que personne ne peut le détrôner. Mais le roi Béanzin allait le détrôner. Et pour le détrôner, il allait de couper pied, de couper bras et de laisser le tronc mouvoir. C'est pour ça qu'il dit, pour dire que c'est son pouvoir. Aller attraper un roi de Wati pour faire de lui ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui aussi, les Wati s'énervent quand on dit ça. En réalité, c'est pour leur donner aussi le privilège, pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Jusqu'à Béanzin tue votre roi et prend ça comme panégyrique. Ah, vous êtes aussi fort. Donc, normalement, nous devons alchimiser nos esprits pour voir les choses autrement. Donc, les panégyriques, c'est lire les côtés forts. Tout ce que la personne a fait qui a atteint un niveau de puissance donné, on essaie de les drainer pour ne jamais oublier ce qu'il a fait. Contrairement aux gris-gris, aux incantations, tu as fait tes gris-gris qui marchent et tu prononces les incantations souvent pour réveiller l'entité ou l'énergie à des fins utilisables. Voilà. Oui, les incantations, c'est une articulation de langage bourré de pouvoir, capable de réveiller un gris-gris qui est préalablement fait. C'est pour ça que tout là de l'Ogbedo. Et ma wabodé a ça béton. Ça, c'est lié à un gris-gris qu'on fait une incantation. Il y a des gens aujourd'hui, les chanteurs commencent à dire des choses bizarres. Tu n'as pas fait le gris-gris, tu dis, non, tout ça là, il faut d'abord faire, sinon ça va se retourner contre toi. Et donc, tout là de l'Ogbedo, les gars, botonko qui wewa bo, bo djile bo, bo doudeji. Le chien est comparé à Boko Legba, à Legba. Maintenant, quand il a vu Legba faire, lui-même veut faire. Alors il n'a pas fait gris-gris et on a mis le bâton, on l'a tué. Donc, si vous ne faites pas un gris-gris, ne criez pas le nom de gris-gris. Ça, c'est la témérité. Et donc, Adok Bezo, Bowele. Oh, Bowele, c'est le requin. Est-ce qu'on peut trouver ça dans la forêt? Ça veut dire que lui fait l'impossible. Et vous allez dire que vous l'avez brûlé. Aïdo, Bowele, Rla, c'est l'hyène. Est-ce que l'hyène vit dans l'eau? Mais on dit, tu jettes un filet et tu arrêtes l'hyène. Ça veut dire que c'est l'impossible, lui fait. Et le Didi Ouye, alors qu'il a enfanté. Qu'il a enfanté. Au moins, lui, il est encore plus fort que Jésus. Parce que Jésus, au moins, on connaît sa mère. Mais les gens disent le Didi Ouye, est-ce que celui-là, il ne faut pas le craindre? Et vous osez aller mettre feu si c'est quelqu'un qui l'a fait. Si la personne a fait du point de vue spirituel pour régler le problème spirituel, il n'a rien fait à l'Egba. Je lui dis d'aller s'asseoir et d'être calme. Rien ne va lui arriver. Même si tous les sorciers cherchent à l'embêter, moi je dis rien ne va lui arriver. Mais s'il a fait un dessein pour croire aller brûler l'Egba, il a 1 mois pour être brûlé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que j'ai été heureuse de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.